Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invité est Claude Joseph. Il est ancien Premier ministre d'Haïti et il est président du parti Les Engagés pour le Développement. Bonjour Claude Joseph. Un plaisir d'être avec vous pour la première fois en studio. Je suis honoré. Alors, fin septembre, le Conseil de sécurité des Nations Unies a donné son feu vert à la transformation de la mission multinationale de soutien à la police, qui est sur place, avant tout des troupes kenyanes, et qui doit être remplacée par une mission pour vraiment combattre les gangs. On parle d'une mission qui pourrait aller jusqu'à 5500 personnes sur place, des policiers, mais aussi des militaires. Alors la question, c'est est-ce que c'est la solution pour ramener la sécurité en Haïti, ou est-ce que c'est encore un essai qui risque de ne pas porter ses fruits? D'abord, j'applaudis la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies de transformer la mission multinationale d'appui à la sécurité en une force de répression des gangs. Je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Étant donné, je dirais, l'incapacité actuelle de nos forces de l'ordre à garantir, à contrer, si vous voulez, la violence des gangs. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la situation sécuritaire du pays s'est véritablement aggravée, détériorée. Nous avons 1,4 million de nos frères et sœurs haïtiens qui sont des déplacés internes à cause de la violence des gangs. Cependant, certains demeurent sceptiques à la lumière de nos récentes expériences avec la mission d'appui à la sécurité. C'est-à-dire, c'est un échec, on peut le dire aujourd'hui. C'est un échec, évidemment, c'est un échec, parce que la situation sécuritaire ne s'est pas améliorée avec cette mission. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il revient aux Haïtiens, aux Haïtiennes, de se mettre ensemble, de comprendre la gravité de la situation, de se mettre ensemble pour définir, trouver une solution à la situation. Mais on a du mal à comprendre. On parle de 5500 hommes. On sait que la force de sécurité des Kenyans, comme on l'a appelé, n'avait jamais réussi à obtenir son financement et les objectifs de personnel. Là, d'où vont-ils venir, ces 5500 personnes qui arrivent dans une situation sécuritaire dégradée? 16 000 tués depuis janvier 2022, des gangs qui contrôlent Port-au-Prince, les voies d'accès. Enfin, pourquoi est-ce que ça marcherait mieux? Bon, et en outre, vous avez les frais de personnel. On nous dit vont dépendre des contributions volontaires de certains pays. Donc là encore, ça soulève de doutes quant à la solidité de la mise en œuvre, de l'effectivité, si vous voulez, de l'efficacité de cette mission. Ben, on espère, on doit espérer, mais quand même, il y a un problème. Il y a des doutes, quant à l'efficacité. Oui, parce qu'on sait que les Américains poussent beaucoup. Ils disent qu'il faut aller taper les gangs et tout ça, mais ils ne vont pas envoyer de troupes, les Américains. Ce n'est pas la doctrine de Donald Trump d'aller faire la guerre à l'étranger avec des troupes américaines. Voilà, on ne sait pas, et c'est pourquoi certains demeurent très sceptiques quant à véritablement l'opérationnalisation et l'efficacité de cette mission. Est-ce qu'il faut négocier avec les gangs pour ramener la paix? Parce que certains disent, plutôt que de les combattre et de perdre ce combat depuis des années, est-ce qu'il ne faut pas négocier avec eux, même si certains ont du sang sur les mains? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, on ne doit pas négocier avec les gangs. Et pourquoi pas? Parce qu'ils n'ont pas d'idéologie. Ils ont le pouvoir. Ils ne défendent aucune cause réelle. C'est-à-dire qu'ils sont des criminels. Mais c'est eux qui dirigent Haïti, non? C'est eux qui dirigent Haïti aujourd'hui? Malheureusement, la transition politique n'a pas pu restaurer, garantir la stabilité dans le pays. Ce sont les groupes armés qui dictent leurs lois dans le pays. Donc pourquoi ne pas discuter avec eux au nom du réalisme? Mais parce qu'en principe, ils ne vont pas tenir parole. Ils ne vont pas tenir parole. Ce sont des criminels qui sèment la terreur dans leur quartier. Ils n'ont pas d'idéologie, ils n'ont aucune cause. Donc c'est pourquoi on ne doit pas discuter avec les gangs. C'est la position tout au moins de notre parti politique, de notre formation politique.
Alors, vous avez parlé de la transition, hein. Alors, en théorie, la période de transition doit se terminer le 7 février 2026, hein, donc d'ici quelques mois. C'est l'expiration du mandat qui a été donné au Conseil présidentiel de transition, le CPT, comme on l'appelle. C'était suite à un accord. C'est un organe collectif. Est-ce que on va, en effet, avoir la fin de cette période de transition qui prévoit normalement des élections d'ici le 7 février 2026 ? On n'a pas l'impression qu'on va vers cela. Écoutez, la transition politique, le Conseil présidentiel de transition a été mis en place pour restaurer, ramener la stabilité et garantir la sécurité dans le pays. Donc aujourd'hui, et organiser des élections. Organiser des élections. La sécurité préalable aux élections. Mais le Conseil présidentiel de transition n'a pas pu organiser, si vous voulez, garantir la sécurité des vies et des biens. Le pays compte désormais 1,4 million de personnes qui sont des déplacés internes à cause de la violence des gangs. Donc c'est un échec. Et sur le plan politique, l'échec, le constat est sans appel. Le constat d'échec est sans appel. Aucun référendum constitutionnel n'a été organisé. Qui était prévu d'ailleurs. Et il n'est pas possible d'organiser des élections avant le 7 février 2026. Donc, on est face à un constat d'échec. Maintenant, il y a deux options tout au moins. Oui, voilà. Qu'est-ce qui se passe après alors? L'une des options, c'est de prolonger le mandat de ce Conseil. Mais c'est une option risquée parce que le peuple ne va nullement l'accepter. Mais la deuxième option, il revient aux acteurs politiques, aux forces politiques et sociales de se mettre ensemble, de définir une formule de transition de rupture, n'est-ce pas, qui peut si vous voulez, qui peut garantir la sécurité et enfin organiser des élections crédibles. C'est ce que vous préconisez? C'est-à-dire quoi, un nouveau président de transition plutôt qu'un conseil collégial? Bon, écoutez, la formule de 9 a été pervertie par des ambitions personnelles. Aujourd'hui, il nous faut un exécutif bicéphale avec un président issu de consensus entre les forces politiques et sociales du pays et également un Premier ministre issu de consensus politique et social. C'est possible? Oui, c'est possible parce que je pense que nous sommes arrivés à un moment, les acteurs doivent comprendre qu'il faut se mettre ensemble. Il faut regarder l'avenir. Et vous êtes volontaire pour une de ces positions? Non, pas du tout, mais mon parti s'active réellement pour participer aux négociations, aux discussions politiques, pour sortir de cette impasse et finir avec cette transition, véritablement une transition qui ne porte pas fruit. Hein. Parce qu'en principe, le 7 février 2026 devait marquer la fin de la transition politique. Ça ne sera pas le cas. Dernier sujet que je veux aborder, le 13 octobre, une cour d'appel en Haïti a annulé l'inculpation de 51 personnes dans le meurtre de l'ancien président Jovenel Moïse. Parmi ces personnes inculpées, il y avait la veuve Martine Moïse et vous-même, vous étiez alors Premier ministre. Un juge vous avait en effet inculpé en 2024 d'avoir participé à ce meurtre. Quelle est votre réaction à la décision de la cour d'appel? Bon, écoutez, je sais que la défaite du droit est toujours provisoire. Dans le cas qui me concerne, je le crois profondément. J'ai été inculpé par une ordonnance politique dont le seul objectif était tout simplement de me réduire en silence, de me neutraliser comme adversaire politique. Vous savez que j'étais le principal opposant au pouvoir d'alors, dirigé par M. Ariel Henry. Donc il fallait me réduire en silence. Donc ils ont tout organisé pour incriminer moi-même personnellement et les proches du président Jovenel Moïse. Mais l'annulation de cette ordonnance aujourd'hui n'est pas seulement une victoire personnelle, c'est une victoire pour la justice haïtienne, c'est une victoire pour le peuple haïtien, une victoire pour ceux et celles qui croient encore en l'idéal du président Jovenel Moïse. Parce que, écoutez, l'assassinat du président Jovenel Moïse, c'est une tragédie en 3 actes. D'abord, les forces économiques et politiques ont organisé
une vaste campagne savamment orchestrée pour salir son image. Donc, c'était un assassinat de caractère. Pourquoi? Parce que l'administration du président Jovenel Moïse a osé questionner, remettre en question certains contrats léonais de certaines grandes entreprises qui coûtaient à l'État haïtien des dizaines de millions de dollars par mois pour des services non rendus. Donc, c'était d'abord un combat contre la capture de l'État, contre les pratiques de monopole et d'oligopole, si chères à certains oligarques haïtiens. Deuxième acte, c'est l'assassinat physique le 7 juillet 2021. Troisième acte, c'est l'assassinat de sa mémoire. Donc, en essayant de réduire en silence les proches du président, en les inculpant, donc ils essayent d'effacer la mémoire du président Jovenel Moïse, d'étouffer ce qu'il représentait. Très rapidement, Ariel Henry, donc, qui était le Premier ministre après vous, on sait aujourd'hui qu'il a échangé avec l'un des principaux succès, Joseph Félix Badiot, suspect du meurtre. Est-ce que, d'après vous, les enquêteurs devraient se tourner vers lui? Bien sûr, même. Ils ne le font pas. Malheureusement, il n'a pas été inculpé. Mais malheureusement, les juges, ou bien le juge d'instruction n'a pas enquêté, investigué les transactions, si vous voulez, au niveau du système bancaire. Et moi, j'ai demandé, quand j'étais devant la cour d'appel, j'ai demandé au juge de suivre les transactions conduisant malheureusement à l'assassinat tragique du président Jovenel Moïse. Claude Joseph, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 et merci à vous d'avoir regardé cette édition d'En Tête à Tête sur nos antennes.